Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture, des lectures de décembre. Ce mois-ci, je sais pas ce que j'ai, peut-être c'est un miracle de Noël. En tout cas, je savoure parce que j'ai retrouvé le plaisir de la lecture, de prendre du temps pour lire et je dégomme des bouquins. Après, ça fait 10 jours, enfin ouais, 8-10 jours que je suis malade et du coup, j'ai beaucoup de mal à rester sur un PC du coup pour le travail et même pour autre chose. Et du coup, bah, j'ai plus de temps pour me poser et pour lire. Donc j'ai pas mal lu au mois de décembre. La preuve, j'ai de quoi faire deux points lecture déjà alors qu'on est le 18-19, un truc comme ça. Donc c'est parti, je vous fais un premier point lecture où il y aura un peu de romance, un peu d'historique et un peu de contemporain. Et je vous tourne après le suivant où ce sera pure lecture noire. Donc il y aura du thriller, du roman noir, puisque j'avais envie de lire de nouveau ce genre. Que le Black November c'était un peu catastrophique, donc je me suis rattrapée. Et j'ai bon espoir de vous faire un troisième point lecture sur du coup les lectures des 2 semaines là qui arrivent. Même si c'est les fêtes, je vais lire un peu moins, mais j'espère pouvoir lire. Le premier, c'est une BD que j'ai pris à la médiathèque, c'est À main nue de Leila Slimani et Clément Oubrerie. C'est le tome 2 publié aux Arènes. J'avais lu le premier tome en octobre, en novembre peut-être. Je ne me rappelle plus trop. Dans cette BD, donc je sais pas s'il y a plus pour le moment, il y a 2 tomes. On raconte, enfin les auteurs nous racontent la vie de Suzanne Noël qui était une des premières chirurgiennes, en tout cas des premiers médecins déjà, mais qui a fait de la chirurgie, notamment de la chirurgie esthétique, qui avait commencé suite aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui l'avait aussi motivé et aidé les femmes à retrouver leur jeunesse. Et ici on la retrouve dans les années, entre les années 20 et les années 50. J'ai beaucoup aimé, beaucoup moins que le premier parce que je pense que c'était pas une découverte dans le sens où j'avais appris beaucoup de choses sur cette femme. Mais là où j'ai aimé, c'est qu'on est toujours avec ses combats. Et ici, on va notamment la suivre dans son combat pour le droit de vote et pour tout ce qui va être la création de sororité, etc. Pour vraiment que les femmes s'unissent entre elles pour donner de la voix et exister parce que c'est encore très compliqué à cette époque. Donc voilà, je trouve que c'est la continuité du premier tome, donc j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai quand même moins aimé que le tome 1. Mais quoi qu'il arrive, je vous recommande de lire cette duologie et vraiment c'est un modèle pour toutes les femmes que nous pouvons être. Ensuite, je ne l'ai plus avec moi parce que j'ai dû le rendre à la médiathèque. J'ai lu Les enfants endormis de Anthony Passeron. C'est un contemporain qui est sorti à la rentrée littéraire, on a vu pas mal passer. Et j'avais vu que des coups de cœur, des super beaux retours, donc j'avais très hâte. Et je l'avais aussi découvert lors de sortie à la médiathèque à la rentrée qui font régulièrement des réunions où ils vous montrent les coups de cœur. Et Les enfants endormis faisaient partie de cette sélection. Et comme il faisait partie de cette sélection, il avait été réservé plusieurs fois et du coup j'ai pu le recevoir et le lire que là, début décembre. Dans Les enfants endormis, en fait, c'est le récit de la vie de l'oncle d'Anthony Passeron qui est décédé du sida, donc un des premiers cas en France. Et ils viennent d'une famille de travailleurs en province, je sais, dans le sud, mais je ne saurais plus dire la ville. Et en fait, l'oncle va sortir un peu du cadre familial, il va beaucoup aimer sortir, il va découvrir malheureusement la drogue, il va même partir aux Pays-Bas, etc. Se faire des connaissances et notamment sa femme. Et il va, avec cette femme-là, du coup, être contaminé par le sida, donc notamment via la drogue en fait, qu'ils injectent par seringue. Et en fait, ça va être très compliqué pour la famille déjà de voir la déchéance de ce fils et encore plus, du coup, le regard des autres parce que cette maladie, elle l'est un peu moins, mais en tout cas à l'époque, c'est sûr, elle était très honteuse et tout le monde était pointé du doigt. Donc ça va être très compliqué, notamment pour les parents. Et on va s'y voir pour le père d'Anthony, qui était le grand frère de cet oncle.
Et donc on va voir cette histoire-là et notamment on va suivre l'évolution du sida, notamment avec les recherches, avec les professeurs qui se sont penchés sur cette maladie-là au tout début et jusque dans les années 90, etc. Et, et en fait j'ai trouvé ça hyper fort, à la fois hyper intimiste. J'ai trouvé qu'il avait fait un super bel hommage à son oncle, qu'il avait aussi très bien retranscrit en fait les émotions et les non-dits qu'il pouvait y avoir dans la famille, les secrets. On y parle notamment de sa cousine et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que l'auteur nous explique lui comment il a vécu ça quand il était petit et tout ce qu'on lui a pas dit, tout ce qu'il a découvert quand il était adulte sur l'histoire de sa famille. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant et si le sujet vous intéresse, si vous voulez en savoir plus notamment sur la découverte du sida et les évolutions dans les premières années, franchement je vous le recommande parce que c'est vraiment un roman hyper bien écrit, hyper bien documenté et ouais, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tact et voilà, vraiment c'est un roman qui va me marquer et qui restera l'une de mes meilleures lectures de l'année je pense. Ensuite j'ai lu Le voyage de Silka de Heather Morris chez 10-18. Non, chez J'ai lu. Ici, on est dans le deuxième tome de la trilogie. Le premier, c'était Le tatoueur d'Auschwitz que j'avais lu au printemps. Et ici, on se retrouve avec Silka Klang. Et donc, on a fait sa découverte lors du premier tome. Et l'auteur a voulu se pencher un peu plus sur la vie, puisque du coup, c'est des romans, mais largement inspirés de la vie de personnes réelle. Donc Silka a vraiment existé, elle a vraiment été déportée. Et donc la première fois elle est déportée à l'âge de 16 ans dans les camps donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bah, comme elle va être jeune, elle va être belle, elle va être utilisée par les Allemands pour avoir des relations et elle va être notamment la maîtresse d'un gradé allemand et du coup à la fin de la Seconde Guerre mondiale elle va être libérée de ce camp-là, mais elle va être du coup emprisonnée dans les camps russes pour collaboration, puisque comme elle était la maîtresse d'un Allemand, ils vont penser qu'elle collaborait avec l'ennemi, et du coup elle va être de nouveau internée dans les camps. Et on va la suivre dans ce tome-là, on la suit du coup dans les camps en Russie. Et on va notamment voir comment elle est devenue plus ou moins infirmière, et comment elle a pu s'en sortir et quelle était sa vie. J'ai bien aimé. J'ai un peu moins aimé, pareil que le tome 1, peut-être parce que c'était moins une découverte de l'univers, de la plume de l'auteur. Je trouve que c'est un roman qui se lit très vite, un peu à la young adulte. Là où je vous parlerai après d'un roman historique qui était hyper bien situé, avec des faits très précis, où on sent que vraiment l'auteur est passionné de ça. Là, on sent que l'auteur connaît un peu la période, qu'elle s'est beaucoup renseignée sur la vie de cette femme-là, mais j'ai senti que c'était pas très approfondi au niveau historique. On est vraiment plutôt dans le devoir de mémoire et dans l'accessibilité en fait d'une histoire, puisqu'il y a aussi ce côté amitié, amour, etc. qui peut plaire aux jeunes adultes et aux ados. Donc pour ça j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était accessible et ça donnait envie d'être lu et de découvrir des personnages qui ont existé et tout ce qu'ils ont pu vivre pendant leur déportation. Mais je trouvais que c'était pas hyper profond. Donc c'est ce qui me manque un peu dans cette trilogie. J'ai le tome 3 que je vais lire très prochainement. Comme ça, voilà, j'aurai clos la trilogie. Mais c'est pas une des histoires ou un des livres sur la Seconde Guerre mondiale et notamment après sur les camps en Russie que je vous recommanderais parce que c'est pas non plus c'est pas la meilleure histoire que j'ai lue sur le sujet. Ensuite j'ai lu un autre historique, j'ai lu Karenina, Un chemin de Lisa Gero-Taylor, donc qui est autopublié. Donc ce livre je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup Lisa et j'étais très curieuse en fait de découvrir ses écrits parce qu'elle écrit au moins un roman par an et ça fait des années qu'on s'écrit, j'avais jamais essayé un de ses romans et celui-ci était un de ceux qui me tentait le plus. J'en ai un autre aussi qui est de retour en URSS qui est prévu début 2023 et
Et je savais à quel point elle était férue d'histoire et à quel point c'était très important pour elle de faire son devoir de mémoire par rapport à ça. C'est totalement le cas ici, puisque dans Karl et Nina, on va faire la rencontre de Lida, qui est une jeune trentenaire, qui au début de la guerre, au niveau de l'Exode, trouve deux orphelins, enfin deux gamins sur la route. Elle va les prendre en charge, elle va les prendre sous son aile, et elle va partir dans le Périgord pour ce qui va être la Seconde Guerre mondiale. Et sur son lieu de vacances, entre guillemets, en tout cas où elle est partie en exode, elle va faire la rencontre d'un officier allemand qui s'appelle Karl, j'ai pas le nom, mais voilà, un officier allemand de la Wehrmacht, et ils vont tomber amoureux très rapidement, en tout cas ils vont tomber sur le charme l'un de l'autre, sauf que c'est très compliqué parce qu'elle est française, il est officier allemand. Et en plus, Nina, elle a un autre Français qui est amoureux et qui aimerait bien se marier avec elle. Et donc on va être dans cette histoire un peu au départ d'arrivée de la guerre. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a les faits historiques quasiment jour par jour, en fait, à chaque fois qu'il y a l'avancée de l'histoire. Lisa nous situe où on en est par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que ça permet de corréler l'histoire romancée à l'histoire réelle. Et pour ça, ça m'a fait aussi penser au roman de Christian Laborie, que je vous parle assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'ai eu l'impression, en lisant l'histoire d'amour entre Karl et Nina, de retrouver ce que j'aimais, en tout cas, dans les histoires de Christian Laborie. Donc si vous connaissez l'auteur là, je vous recommande absolument les livres de Lisa. Je pense que vous pouvez, ou en tout cas celui-ci. Et voilà, j'ai tout de suite accroché au personnage, que ce soit Karl et Nina, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Et aussi le côté très maternant du coup de Nina, qui va s'occuper de ces deux gamins qu'elle a récupérés, mais aussi d'une autre personne, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. Et vraiment, ils vont former une famille au fur et à mesure de ces années. On va voir que c'est pas si simple, c'est aussi très réaliste dans le sens où ça va pas se passer comme ça, que ça va pas être simple, et que toute leur vie, ça va être leur combat, et que ça va être plus fort qu'eux, en fait, malgré tous les bâtons que la société ou même leurs proches va mettre, tous les bâtons qu'on va leur mettre dans les roues. Ils vont tout faire pour essayer de quand même construire leur histoire à deux. Et j'ai trouvé que c'était super beau. J'aime beaucoup l'écriture de Lisa. Et vraiment, ça correspond totalement à qui elle est, en tout cas ce qu'elle transmet dans ses vidéos. Et du coup, je vous le recommande. Que ce soit pour le fond, pour la forme, j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire d'autres romans de Lisa. Et le dernier dans ce point lecture que je vais vous présenter, c'est Un jour en décembre de Josie Silver. Chez Charleston, je l'ai bouffé je l'ai commencé fin d'après-midi, je l'ai fini dans la soirée. Donc on est dans une romance de Noël, très cliché. Au début, j'ai levé les yeux au ciel en me disant non, c'est pas possible, là c'est beaucoup trop cliché, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais je m'étais dit de toute façon, j'ai pas l'esprit, la concentration pour lire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc au moins ça va te faire passer le temps. Et puis tu auras sorti un livre de ta palle. Donc je vais continuer. Et en fait les chapitres sont très très courts, donc ils se lisent très vite. Et je me suis fait prendre au piège. J'ai apprécié au final suivre ce duo. Ici on est avec Laurie, qui a une vie on va dire vraiment cliché, un peu à la Bridget Jones. Vraiment au début je me suis dit c'est le même genre que Bridget Jones, à savoir que moi je déteste Bridget Jones, donc vous pouvez imaginer. Mais en tout cas, c'est un peu le même, voilà, même vie, que ce soit au niveau sentimental, boulot, etc. C'est pas la meilleure année qui puisse arriver à Laurie. Elle va être dans le bus en rentrant du travail et à l'arrêt de bus, elle va voir un jeune homme qui va attirer son attention, qui va être réciproque puisque le jeune homme, en la voyant, va avoir un flash et va vouloir monter dans le bus, sauf que voilà, le bus va reprendre sa route, ils vont jamais pouvoir se rencontrer. Mais ça devient une obsession pour Laurie qui pense qu'à lui, elle en a parlé autour d'elle, c'est le fameux gars de l'arrêt de bus. Et jusqu'au jour où donc elle vit en coloc avec sa meilleure amie et tous les ans ils font un repas pour Noël, etc. L'année passe et pendant l'année, Laurie
la meilleure amie de Laurie va lui parler de Jack, l'homme qu'elle a rencontré, l'homme de sa vie, etc. Mais ils n'ont pas eu le temps de se rencontrer. Et le jour de Noël arrive, et Laurie va faire la rencontre de ce fameux homme qui n'est autre que Jack, l'homme de l'arrêt-bus. Et là, c'est le choc pour les deux puisque ils se reconnaissent. Et ça va être très compliqué pour eux puisque ils peuvent rien faire dans le sens où Laurie, la meilleure amie, je crois que c'est Sarah. J'ai un doute, mais je crois que la fille c'est Sarah. Et Sarah, du coup, est en couple avec Jack. Donc Jack, voilà. Ça débarque comme ça. C'est très cliché. Je me suis dit, ça peut pas être ça. Du coup, on se doute, vu que c'est de romance, de comment ça va finir. Et je me dis, mais on peut pas passer de ça. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et comme je vous dis, j'étais fatiguée. J'avais pas envie de prendre une lecture beaucoup plus compliquée. Mais j'avais envie de lire, du coup je l'ai lu et en fait je l'ai lu quasiment du trait, j'ai juste arrêté pour manger et me laver, c'est tout. Peut-être pour prendre des badous aussi. Mais voilà, je l'ai lu super vite. Je me suis accrochée aux personnages de Laurie et de Jack. Et à la fin, j'étais comme une midinette devant les séries télé. Et j'avais qu'une envie, c'était qu'ils finissent ensemble. Donc finalement, j'en lis pas beaucoup. Je sais que ce sera pas mon genre préféré. Mais voilà, je suis tombée dans le piège et j'ai eu un moment de fragilité, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien et j'étais contente parce qu'au final, j'ai lu au moins une romance de Noël cette année, puisque mon colis Françoisir a eu je ne sais combien de réexpéditions parce que la poste les volait ou les perdait ou je ne sais pas ce qu'ils font avec mes colis. Mais j'ai dû le faire réexpédier au final chez mes parents pour être sûre que il y ait beaucoup moins de soucis qu'ici. Et donc la romance de Noël qui a été commandée la première quinzaine de novembre est arrivée ce week-end, enfin le week-end dernier chez mes parents. Donc autant vous dire que je ne pense pas que je le lirai cette année parce qu'après Noël, on n'y plus de romance de Noël. Donc voilà. En tout cas, avec Un jour en décembre, je l'ai lu. Et si vous l'avez dans votre palle, vous pouvez le sortir d'ici là. Je pense que ça peut vous faire du bien. Et vraiment, ça vous décompresse. Après, je vois que c'est des coups de cœur. Il a été vendu à des millions d'exemplaires. Tant mieux pour lui et pour l'autrice. Mais en tout cas, c'est pas la romance de Noël ou la romance tout court que je vous conseillerais. Et il sera vite lu, vite oublié. Donc voilà, un peu surcoté pour moi par rapport à tout ce que j'en ai entendu parler. Mais c'était plutôt sympathique. Donc voilà, mon ébouché et moi, on vous laisse. On vous souhaite de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment. Si vous êtes vraiment dans le mood hiver-Noël ou si vous lisez, peu importe. Et je vous retrouve très prochainement pour mon point lecture thriller roman noir. Ciao!